Un vaste chantier de restructuration de l'enseignement technique et professionnel avait été lancé au Cameroun en 2005, appelé projet d'appui à la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le but visé était de développer la flexibilité des apprenants au travail, de favoriser le développement des savoirs et des compétences pour une meilleure adéquation possible entre les besoins sociaux, économique et le dispositif de formation professionnelle. Le défi à relever était de mettre sur pied un enseignement technique de qualité en s'inspirant de l'environnement socio-professionnel. On a vu depuis lors émerger de nouvelles filières, notamment la maintenance hospitalière et biométrique, l'esthétique, coiffure, la maintenance et l'installation des systèmes électroniques. Il existe dans les établissements de l'enseignement technique aujourd'hui une palette d'offres de formation, des spécialités en banque, comptabilité, gestion aux finances qui se conjuguent avec celles électricité, mécanique, automobile, génie civil, industrie de l'habillement, menuiserie et électrotechnique. Cette offre abondante satisfait-elle les besoins des jeunes élèves qui se retournent parfois les pouces une fois le baccalauréat obtenu? Quelle orientation peuvent donc prendre ces apprenants une fois le bac en poche? Doit-on poursuivre ses études après le diplôme obtenu au secondaire de l'enseignement technique? Peut-on donc s'insérer professionnellement et de fort belle manière après le bac technique? Twilight, ce soir, reçoit sur son plateau pour en parler des intelligences fleuries et aguerries moulées à la formation technique et socio-professionnelle au Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Une pause et on se retrouve bien installé. Denis Boni-Bekwene, inspecteur coordonnateur régional chargé des techniques industrielles à la délégation régionale des enseignements secondaires de la région du Centre, est sur ce plateau. Bonsoir, monsieur, et bienvenue. Bonsoir, Carlette. Merci de m'avoir associé à cette réflexion. Sur la table du débat de Twilight, en présentiel aussi, Marthe Ndjomo, chef service de l'orientation scolaire au lycée technique de Mbankomo. C'est toujours dans la région du Centre. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Carlette. Merci de m'avoir invité. Vous êtes aux côtés de Abdel Rahman Bouba, sous-directeur des examens, des concours et de la certification au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Bonsoir, monsieur, et bienvenue. Bonsoir, Carlette. Je vous remercie de m'avoir invité à cette rencontre. Last but not the least, toujours en présentiel ce soir, Dr Frédéric Achille Nzanga Nkolo. Il est docteur en droit public, mais surtout conseiller principal d'orientation scolaire et universitaire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Carlette. Merci pour l'invitation. Alors, je vous invite, chers messieurs et madame, tout de suite à prendre langue avec ce reportage qui nous parle de la formation dans les établissements techniques secondaires au Cameroun. C'est un reportage de Sidoine Monkam qui nous fait vivre le quotidien dans ces établissements. Regardez. Dans les collèges et lycées techniques du Cameroun, la théorie et la pratique sont inscrites au programme des enseignements, deux façades complémentaires de la formation de l'élève. Sur le terrain, la réalité est tout autre. Vous voyez derrière moi, c'est la télé, n'est-ce pas, de la boulangerie. Donc ces équipements sont obsolètes. Qui remontent aux années 60. Les différents moules en boulangerie, électricité ou encore industrie d'habillement et économie sociale et familiale ont passé l'examen de l'usure. À quelques pas de là, le CETIC de Ngwaekele présente le même visage des temps passés. Sur une dizaine d'ateliers, plus de la moitié est sous-équipée, avec un effectif de plus de 1500 élèves. Difficile de...
Merci Sidoine pour cette peinture de la réalité de nos établissements techniques secondaires ici au Cameroun. Tout de suite, Monsieur Denis Bonibekwene, inspecteur coordonnateur régional chargé des techniques industrielles à la délégation régionale des enseignements secondaires du centre. Ce sont là des images quelque peu choquantes. Bon, c'est un cliché de quelques établissements. Ailleurs, c'est mieux équipé que ceux que vous avez présentés là. Ce ne sont pas... Là, on a vu plusieurs établissements quand même. J'ai dû voir là 2 établissements. Oui. Oui. Pourtant, la région du centre en compte plus de 250. C'est mieux ailleurs. C'est mieux ailleurs. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Si vous allez peut-être au lycée, par exemple au lycée technique bilingue de Colbusson, vous allez trouver des équipements là-bas. Les pouvoirs publics font beaucoup d'efforts en équipant ces établissements-là. C'est dit quoi? Est-ce qu'il y a une discrimination en ce qui concerne la fourniture en équipement et en matériel des établissements? Pourquoi ailleurs on a ces clichés choquants et ailleurs, d'autre part, vous dites que c'est un peu plus mieux? Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a plusieurs établissements qui présentent les mêmes demandes en équipement. Cela fait donc que l'État a choisi de les équiper progressivement. Et l'établissement qui est passé l'an dernier, dans votre reportage, c'est l'établissement qui date de plus de 50 ans aujourd'hui. Il y a eu un projet qui a équipé certains ateliers. Bon, malheureusement, ça a mis du temps et les équipements sont devenus désuets. Marthe Adjomo, chef service de l'orientation scolaire au lycée technique de Mbankomo. Chez vous, la réalité est tout autre aussi? J'ai eu de la peine à regarder ces images, mais je voudrais dire que je suis au paradis en regardant ces images. Chez nous, la réalité est tout autre. C'est vrai que les équipements sont également vétustes, mais notre chef d'établissement s'emploie à œuvrer pour les rééquiper au fur et à mesure, c'est-à-dire d'une année à une autre. Il fait de son mieux pour pouvoir équiper l'un ou l'autre atelier. C'est vrai que l'État n'appuie pas considérablement, mais avec les moyens qu'offre généralement l'APE, il fait beaucoup d'efforts pour que ça ne soit pas aussi dramatique que ça. Donc les ateliers sont fonctionnels, et les enfants pratiquent, ils pratiquent réellement. Je peux dire que chez nous, il y a la professionnalisation des enseignements. Abdel Rahman Bouma, vous êtes le sous-directeur des examens, des concours et de la certification au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Vous avez regardé ces images, quels commentaires? Je vais dire, comme l'inspecteur régional l'a dit, ces équipements ailleurs sont vétustes, mais l'État fait quand même l'effort, en tout cas d'équiper au jour le jour les établissements scolaires. L'État fait énormément les efforts et nous devons être reconnaissants. Vu le nombre d'établissements qui existent au pays, on ne peut pas avoir tous ces établissements-là bien équipés, ce qui nous amène à dire que ce qui est déjà fait est non moins négligeable. Docteur Frédéric Achille Nzanga Nkolo, conseiller principal d'orientation scolaire et universitaire, quel commentaire? J'irai dans le même sens que mes prédécesseurs en disant que ces images ne devraient pas obstruer l'effort du gouvernement camerounais. Et je pense humblement que le gouvernement camerounais, en fonction de la disponibilité des moyens, applique le principe de la progressivité et compte tenu de la diversité de la multitude des établissements d'enseignement technique. Progressivité depuis 50 ans. Par rapport au nombre d'établissements également et à la quantité du crédit disponible. Vous avez sillonné quelques établissements en tant que conseiller
d'orientation. Qu'est-ce que vous avez vu? En sillonnant certains établissements d'enseignement technique, notamment le lycée technique d'Umfu, je pense que des efforts sont déployés à ce niveau-là. Donc une image ne devrait pas déteindre la qualité des efforts du gouvernement. J'aimerais qu'on revienne aux fondamentaux déjà pour savoir exactement de quoi on parle ce soir. Enseignement technique, quelle contribution à l'insertion socio-professionnelle. Et Denis Boni-Bekwene, inspecteur coordonnateur régional chargé des techniques industrielles à la délégation régionale des enseignements secondaires du centre. Lorsqu'on parle d'enseignement technique, au Cameroun, à quoi fait-on allusion? C'est un type d'enseignement qui prépare les apprenants à exercer un métier. Donc, quand un enfant, après l'obtention de son CEP, décide d'aller dans l'enseignement technique, il est confronté aux connaissances qu'il doit acquérir et aux pratiques. Il doit régulièrement subir les cours pratiques pour pouvoir apprendre son métier. Nous pensons par exemple aux mécaniciens réparateurs automobiles. Et la durée de formation pour l'obtention du CAP est de 4 ans. Au Cameroun, on a le sous-système francophone. Et dans le sous-système anglophone, l'équivalent que nous pourrons qualifier d'équivalent intermédiaire certificate s'obtient en forme 5, le système anglophone. Donc l'enseignement technique, c'est un ensemble de connaissances et de pratiques technologiques que l'enfant doit pouvoir, n'est-ce pas, apprendre pour maîtriser son métier. Et dans la région du centre, combien d'établissements? Dans la région du centre, nous comptons 153 établissements d'enseignement technique public et un peu plus de 100 dans le privé de la région du centre. Et nous avons 92 CETIC et 51 lycées techniques. Monsieur le sous-directeur des examens, des concours et de la certification, enseignement technique, vous direz quoi? En fait, madame, avant de répondre à votre question, je voulais dire quelque chose. Notre pays fait face à un double défi redoutable, c'est-à-dire celui de qualifier la plus grande partie de la population active et celui de qualifier les jeunes. Et l'enseignement technique et professionnel, de par son histoire, de par son lien trop étroit avec l'économie, représente un élément essentiel pour l'insertion des jeunes dans le dispositif du marché de l'emploi. Pourquoi avoir mis en place ce type d'enseignement-là au Cameroun? C'est pour répondre aux besoins de l'économie, tout simplement. C'est pour répondre aux besoins de l'économie. Parce que c'est le marché qui définit le profil des personnes à former. Vous êtes au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle au regard de ces besoins. Alors, on aimerait notamment savoir quels sont ces besoins-là au regard de l'environnement socio-professionnel. Les besoins sont énormes, les besoins sont multiples. Le ministère de l'Emploi se met au jour le jour au travail pour répondre à ces besoins en offrant plusieurs types de formations en fonction des métiers novateurs, en fonction de la demande des entreprises. Métiers novateurs, demande des entreprises, dans quel domaine? Dans le domaine, par exemple, du numérique. Dans le domaine du numérique, parce qu'aujourd'hui, le numérique est incontournable pour tout le monde et les besoins se font régulièrement exprimer
dans ce domaine-là. L'enseignement technique a longtemps été taxé comme un système d'enseignement réservé aux moins futés. Qu'en dites-vous notamment, docteur Frédéric Achille Nzangankolo, conseiller principal d'orientation scolaire et universitaire? Merci pour la parole donnée à nouveau. Lorsqu'on rentre dans les écrits, on retrouve ce genre d'expression parce que effectivement, dans l'orientation classique, on avait tendance à orienter les élèves qui refusaient l'école, qui avaient des difficultés à poursuivre des longues études dans l'enseignement technique. Mais au jour d'aujourd'hui, la mobilité du marché du travail nous a dicté une certaine orientation. Et avec le nouveau label d'auto-emploi, nous pensons que l'enseignement technique est le pilier numéro 1 qui donne accès dans le monde du travail, qui offre l'emploi. Mais quel type d'emploi? C'est ça toute la question aujourd'hui. Quel type d'emploi? Tout type d'emploi. Que nous partions de l'auto-emploi vers les emplois publics. Tout type d'emploi. Puisque, comme je vous dis, l'enseignement technique a des atouts, notamment il nous offre une diversité de cultures. La culture expression communication, la culture scientifique et la culture professionnelle. Comme pour dire qu'au sein de l'enseignement technique, nous avons la diversité des offres, nous avons l'alternance, nous avons le partenariat avec les entreprises, ce qui fait en sorte que l'enfant qui souscrit à ce sous-système d'enseignement en sort gagnant et prêt pour l'insertion socio-professionnelle. Marthe Anjomo, peut-être qu'il faut déjà commencer par nous dire ce qu'offre la formation technique en termes de spécialités. Quelles sont-elles? Les spécialités dans l'enseignement technique sont multiples et multiformes. Nous avons d'abord les sciences et technologies du tertiaire, dans lesquelles on retrouve ce qu'on appelait dans le temps les séries commerciales. Et ensuite, nous avons les spécialités de l'industrie. À l'intérieur, on retrouve des formations des spécialités comme la chaudronnerie, tuyauterie industrielle. On retrouve l'électricité, électrotechnique, électronique. On retrouve les métiers du bois. Tous les métiers du bois, on retrouve l'industrie de l'habillement. Il faut noter que l'enseignement technique forme dans tout ce que nous pouvons utiliser au quotidien. Puisque nous sommes dans une maison, pour avoir cette maison, nous avons eu besoin des techniciens. Ce sont les techniciens qui ont construit le bâtiment dans lequel nous nous retrouvons. Et à l'intérieur du bâtiment, nous nous retrouvons sur des chaises. Ce sont toujours des techniciens. Donc nous avons besoin de techniciens pour avoir un abri. Nous avons besoin de techniciens pour avoir de la lumière, pour être en communication et bien évidemment avec le public comme nous le faisons maintenant là. Nous avons besoin des techniciens. Pour manger, nous avons besoin de techniciens parce que ceux-là sont dans la restauration, ils sont dans l'hôtellerie, ils sont là dans le tourisme pour faire connaître notre pays, pour amener notre pays à se développer. Nous avons besoin des techniciens parce que c'est le technicien qui est celui-là qui conduit vers l'industrialisation. Et tous les métiers, j'aime à le dire, le technicien n'a pas besoin d'être recruté à la fonction publique, non. Lorsqu'il a eu une bonne formation, lorsqu'il a eu des bons prérequis, il se retrouve facilement sur le marché de l'emploi. Il peut s'auto-employer, créer une entreprise en fonction des besoins sur le marché et pourquoi pas s'insérer dans le tissu social. Il suffit qu'il soit véritablement outillé, capacité pour répondre aux besoins de la société. Et pour quels débouchés? Les débouchés sont multiples et multiformes, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que lorsqu'on se forme, ce n'est pas pour rester à la maison, ce n'est pas pour aller garder le diplôme à la maison, parce qu'on s'est rendu compte que par le passé, les diplômés restaient à la maison, ou alors on leur demandait de faire encore une autre formation pour pouvoir accéder à l'emploi. Et l'enseignement technique est venu pallier à cela. Un homme que je respecte bien dit ceci,
Et parlant des Chinois, si j'ai regardé, je peux m'en souvenir, mais si j'ai pratiqué, je peux le refaire. Comme pour dire que un technicien, c'est celui-là qu'on met au pied du mur, celui-là qu'on outille, on capacite pour avoir de l'autonomie et à se défendre sur le terrain de l'emploi. Donc, les débouchés sont en fonction de la formation reçue à la base. Et lorsqu'on a reçu une formation d'électricien, vous en avez ici une panoplie d'électriciens. Ils travaillent un peu partout. Donc, il faut seulement qu'on leur donne la possibilité d'avoir une bonne formation pour que, arrivés sur le terrain, ils ne tâtonnent pas. Alors, notamment Denis Bouni-Bekwene, inspecteur coordonnateur régional chargé des techniques industrielles à la délégation régionale des enseignements secondaires du centre. Voilà donc ces offres déclinées, mais pour quelles, notamment après le bac, notamment ces jeunes élèves-là, je le disais, se retournent les pouces, comme quoi on aimerait approfondir la formation reçue au secondaire, mais où aller? Il y a plusieurs offres de formation dans le supérieur. Nous avons les IPES, Instituts privés de l'enseignement supérieur, qui forment dans les licences professionnelles, dans tous les métiers que nous formons au secondaire. Nous avons les NIET, qui accueillent également ces enfants-là avec la réforme. Les NIET, désormais, autorisent les enfants qui ont eu le les bac écoles normales d'instituteurs de l'enseignement technique. Oui, recrutent ces enfants-là sur concours pour se former en 2 ans. Nous avons l'école normale supérieure de l'enseignement technique. Nous en avons désormais 3, je pense. 4, autant pour moi. 2 dans le système anglophone et 2 dans le système francophone. Notamment Douala, Ebolova, Kumba et Bambili, qui forment dans l'enseignement supérieur. Nous avons l'école polytechnique de Yaoundé. Nous avons l'école polytechnique de Maroua, nous avons l'école polytechnique de Douala, nous avons les instituts universitaires de technologie. Le problème avec ces écoles citées, c'est que c'est généralement par concours, contrairement à l'enseignement secondaire où après le bac, on va sans passeport à l'université. En faculté, tout à fait. Donc ceux qui réussissent à entrer dans le monde, dans l'enseignement supérieur, continuent leurs études, Madame l'a si bien dit tout à l'heure, ils sont capables de s'auto-employer. Ils sont capables d'exercer le métier qu'ils ont appris au secondaire, offrir les services au public avec leur baccalauréat F ou brevet de technicien. Ils peuvent s'auto-employer ou bien ils peuvent postuler pour les entreprises que nous connaissons, la CRTV en recrute, je pense, Camtel recrute et d'autres moyennes entreprises qui existent dans le pays. Donc, mais qu'est-ce qui justifie cette peur de l'enseignement technique qu'on connaît au Cameroun? Pourquoi les parents notamment ne préfèrent pas ou alors ne préféraient pas renvoyer leurs enfants de ce côté-là? C'est plutôt le contraire que nous observons maintenant. Parce que la ville de Yaoundé, il y a 30 ans, n'avait que 2 ou 3 établissements d'enseignement technique. Aujourd'hui, nous en avons plus d'une dizaine. Et quand on voit les effectifs que nous avons dans nos établissements, vous avez suivi le reportage du directeur du CETI de Guayaquil tout à l'heure, pour ne pas le citer, qui est demandé par les élèves. Ça voudrait dire que de plus en plus, le parent a compris que l'enfant doit faire une formation pour pouvoir s'insérer. Parce que, connaissant la crise d'emploi que nous avons au pays, cet enfant qui est formé dans l'enseignement technique est mieux placé par rapport à celui qui a un BEPC ou un bac A, je ne sais pas pour dénigrer ces autres formations, mais c'est un avantage que de faire l'enseignement technique. On a des établissements qui reçoivent beaucoup d'élèves à l'occasion des concours d'entrée en première année et en seconde. On va vraiment comparer à ce que nous avons vécu il y a 30 ans ou 40 ans. Il y a de plus en plus des élèves dans l'enseignement technique. D'accord. Alors, Abdelrahman Bouba, vous souhaitez réagir? Oui, je souhaite réagir pour dire que ces jeunes n'ont pas raison de s'inquiéter parce que les portes du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle leur sont ouvertes. Nous avons au ministère des structures, nous avons les centres de formation professionnelle d'excellence de Douala, Limbe et Saint-Mélima,
où ils peuvent, avec leur bac, accéder, faire 2 ans de formation pour obtenir un diplôme de technicien spécialisé. Mais ils sont déjà formés à la base. Madame Andjomo le disait, ils n'ont plus besoin de formation. Non, ils peuvent compléter leur formation parce qu'ils entrent dans nos centres de formation professionnelle d'excellence avec le bac. Après avoir passé 2 années de formation, ils ressortent avec un diplôme de technicien spécialisé. Et madame, laissez-moi vous dire que nous ne formons pas les gens pour que la fonction publique les emploie. Non. En formation professionnelle, technique et professionnelle, nous formons des gens pour créer les richesses. Nous formons des gens pour s'installer à leur propre compte, c'est-à-dire en auto-emploi, eux-mêmes employer d'autres personnes. Donc voilà ce que je voulais dire. Ils n'ont pas raison de s'inquiéter. Les portes du ministère de l'Emploi leur sont ouvertes. On parle d'enseignement technique et on parle surtout de l'association, de la pratique, de la théorie à la pratique, mais généralement l'absence de pratique ou alors le très peu de pratique est décriée. Qu'en dites-vous? Carlette, en réalité, c'est ce que l'opinion veut faire comprendre aux gens. Les enfants font la pratique. En 4 ans de formation pour obtenir le CAP, c'est un ouvrier conforme. Par conséquent, quand vous voyez les quotas horaires, ça oblige l'enfant à faire la pratique. Bon, il est bien vrai, avec les difficultés que traverse le pays en ce moment, la pratique se fait pas comme les gens le souhaitent. Mais quand on regarde les couvertures des enseignements pratiques dans nos établissements, de manière générale, c'est autour de 80%. Donc, on ne peut pas dire que les pratiques ne se font pas. Ça se fait. Avec quel équipement, puisqu'on l'a vu tantôt dans certains établissements. Tout à l'heure, je vous disais que c'est dès qu'un ou 2 établissements que vous avez présentés, j'aurais bien voulu que vous alliez au CENI de Corbeil-Essonnes, par exemple, voir, ou à Bancomo, comme madame le disait tout à l'heure, voir les équipements qui sont là-bas, dans les spécialités qu'ils offrent pour, en tout cas les spécialités qui ont de formation qu'on offre là-bas. Vous allez voir que c'est équipé. Les enfants font les pratiques. Je crois que vous avez certains enfants qui sont dans l'enseignement technique, qui font les pratiques. Tous les jours, vous les voyez là, aller dans leurs établissements en tenue d'atelier. Et parfois rentrant dans des établissements en tenue d'atelier. Ils ne vont pas là-bas avec les tenues pour entrer dans les salles de classe. C'est pour aller dans les ateliers, faire les pratiques. Oui, allez-y. Oui, je voudrais rebondir là pour dire que non seulement les pratiques se font dans les ateliers au sein des établissements scolaires, mais également le système permet que les enfants fassent des visites d'entreprise. Non seulement des visites d'entreprise, mais également systématiquement tous les enfants en classe d'examen font des stages en entreprise. Ça permet également... C'est une innovation? Oui, c'est depuis quelques années déjà. Depuis quelques 2018. Années, voilà, 2018. Les enfants ont un mois minimum en entreprise pour préparer leur examen et la note reçue en entreprise compte à l'examen. Donc, la pratique se fait non seulement à l'établissement, mais il se frotte également au milieu professionnel, dans le monde du travail, en étant en entreprise, à travers le stage d'entreprise, à travers les visites d'entreprise. Je vous propose une autre halte dans cette édition de Twilight pour notamment aller prendre le pôle côté fourniture, alors côté livres, ce qui est disponible en termes de livres, notamment pour l'enseignement technique au Cameroun. C'est un reportage de Nadia Amana. Donc, qui sera disponible dans quelques instants. Monsieur Denis Bonibekwene, inspecteur coordonnateur régional chargé des techniques industrielles à la délégation régionale des enseignements secondaires du centre. On parle de pratique, on parle de théorie. Comment se fait la théorie? Elle compte moins que la pratique? Pas du tout. La pratique, la théorie compte autant que la pratique. Parce que dans le secondaire où nous nous trouvons, nous avons les filières F et les filières BT. Et les BT, c'est des filières beaucoup plus professionnelles. Oui, madame l'a dit tout à l'heure,
les élèves font ce qu'on appelle la formation en alternance. C'est-à-dire qu'ils apprennent aussi bien au sein de leur établissement qu'en milieu professionnel. D'ailleurs, que les programmes qui ont été élaborés ont été faits avec l'aval des milieux socio-professionnels. Oui. Alors, la théorie, c'est un cours que l'enseignant vient dispenser en salle et la pratique se fait en atelier ou dans un laboratoire. Voilà comment la formation se déroule au sein de nos établissements. Quelles sont les avancées dès lors depuis la mise en place de ce système d'enseignement, de l'enseignement technique au Cameroun? Bon, l'avancée, c'est qu'il y a des fois où des enfants sont retenus dans leur lieu de stage parce qu'ils sont performants là-bas. L'entreprise estime qu'après avoir obtenu en termes de formation. En termes de formation, en termes de prestations. Parce que quand ils vont en stage, on leur confie après un certain temps d'observation un poste de travail et ils le produisent à ce poste-là. Quand ils excellent dans cette production-là, on leur donne la possibilité de revenir une fois que leurs études sont achevées. Nous avons pu juger ça, on a pu observer ça dans plusieurs entreprises de la place. Je parlais tantôt de ce projet d'appui à la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui avait été lancé au Cameroun en 2005, un vaste chantier de restructuration. Aucune innovation jusqu'ici, malgré les nouvelles filières mises en place? Les innovations, il y a beaucoup d'innovations. Monsieur le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle le disait tout à l'heure. Nous avons par exemple l'énergie renouvelable. Il a fait allusion au numérique. Il y a beaucoup de filières qui collent à l'évolution de la technologie que nous observons en ce moment. Vous avez par exemple, parmi ces rénovations-là, il y avait une filière qu'on appelait à l'époque maintenance audiovisuelle qui a changé en maintenance et installation des systèmes électroniques pour coller à la réalité de l'heure avec la télésurveillance que nous observons, avec le câblage, etc. C'était pour arriver ces spécialités à l'évolution de la technologie. Et vous allez voir également dans plusieurs autres filières comme ça. C'est comme dans votre introduction, vous avez fait allusion à la maintenance hospitalière biomédicale. Voilà une filière. À l'époque, on allait dans les hôpitaux, on trouvait plusieurs appareils, dispositifs médicaux là, garés parce qu'il parfois il manquait un fusible, parce qu'il manquait un relais, il manquait je ne sais pas quoi d'autre. Et quand on a, n'est-ce pas, formé les élèves dans cette filière-là, c'est eux qui sont dans ces entreprises pour assurer la maintenance des équipements dans les structures sanitaires. Je vous propose donc de prendre ce reportage de Nadia Mana qui est déjà donc disponible et qui nous parle notamment de la disponibilité des livres dans l'enseignement technique au Cameroun. Ce reportage, on parle de la rareté des manuels. Bon, Libert l'a dit tout à l'heure. Compte tenu de la population cible qui est un peu plus réduite par rapport à l'enseignement général, il court difficilement vers ces livres-là. Et il y a également le coût de ces livres. Parce que vous allez voir un livre de technologie qui coûte 15-20 000. À côté de là, vous voyez un livre dans l'enseignement général qui coûte 3 000. Parfois, mais il y a le livre. Et le ministère des enseignements secondaires a lancé un vaste chantier là-dessus, madame, en écrivant des livres. L'année dernière, l'année scolaire écoulée, il y a eu des distributions de livres dans tous les établissements du Cameroun qui ont été faits par les enseignants du technique et les inspecteurs et toute la chaîne pédagogique du ministère des enseignements secondaires. Donc, il y a ce chantier qui est lancé, qui se poursuit d'ailleurs. Oui, d'élaboration des ouvrages pour les apprenants. C'est quand même un problème, docteur Frédéric Achille Nzanga Nkolo, conseiller principal d'orientation scolaire et universitaire, l'accessibilité aux manuels. Est-ce qu'on peut apprendre sans manuel? Il est difficile de pouvoir acquérir davantage de connaissances sans manuel parce que les ouvrages facilitent la compréhension de certaines leçons. Mais le véritable problème qui se pose, ce n'est pas la disponibilité des manuels, mais surtout son coût. Et c'est pour cette raison que Madame le ministre a
pris un certain nombre de mesures, approvisionner par exemple les bibliothèques des établissements et aussi encourager les apprenants à la culture du numérique, c'est-à-dire avec l'approche par compétence, l'apprenant peut lui-même mener des recherches sur Internet. Les ouvrages sont disponibles sur les réseaux sociaux, sur Internet, j'allais dire. Il y a plusieurs sites de téléchargement des ouvrages. Ils peuvent s'y référer et en ressortir gagnants. Martin Jomo. Oui, effectivement, c'est dans le domaine là que j'allais parler, en disant que le livre n'est pas seulement celui qu'on peut toucher du doigt, c'est-à-dire celui qu'on peut avoir devant soi, manipuler. Le livre, il est également électronique. Et c'est davantage là-dedans que devraient recourir nos apprenants, parce que si le livre se fait rare, déjà si je regarde au niveau de la capitale, c'est pas très très disponible le livre. Qu'en est-il de ces enfants qui sont à l'arrière-pays? C'est un peu difficile pour eux, mais nous avons la chance que le réseau Internet est couvert un peu partout. Ça veut dire qu'ils peuvent utiliser Internet pour pouvoir télécharger des livres et être informés. Ce seraient des livres toujours au programme? Ce qu'on recherche dans le livre, c'est la connaissance. Et lorsqu'on fait une recherche en fonction du moteur de recherche, on peut retrouver les informations dont on a besoin. Il y a les livres au programme, mais si je ne peux pas me procurer du livre au programme, je peux avoir les connaissances liées au programme dans un autre manuel que celui qui est dans le programme. Je voudrais également signaler que beaucoup de collègues ont entrepris d'entrer dans le domaine du livre parce que on a constaté, oui, le livre est rare parce que, comme l'a dit le libraire, on investit davantage dans les livres de l'enseignement général parce que pour la commercialisation, pour de l'argent. Mais en ayant constaté cela, les collègues entreprennent de faire des ouvrages qui aident pratiquement l'élève, c'est-à-dire quelque chose de pratique où on retrouve et ce qui est dans le programme et les exercices, les travaux pratiques qui permettent de préparer à l'examen. Et je vous assure, c'est très bénéfique pour eux. Monsieur Abdelrahman Bouba, sous-directeur des examens, des concours et de la certification au MINEFOP, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, étudier dans ces conditions-là, c'est plutôt facile. Même l'accès à l'outil Internet n'est pas très évident partout. Madame, ce que je vais dire, c'est qu'il faut qu'on prenne l'affaire du livre au sérieux. Il n'y a pas de situation de classe sans livre. Que ce soit le maître ou l'élève, les deux ont besoin du livre. Quand madame et le docteur renvoient les élèves sur Internet, moi je connais certaines parties du pays où il n'y a pas la lumière, où il n'y a pas la connexion Internet. Comment ces enfants vont faire pour accéder à cet outil-là et chercher les connaissances dont parle ma voisine de droite? Ce n'est pas évident, c'est pas évident. Il faut qu'on mette un accent sur la question du livre. Il faut que le livre soit disponible. Il faut que chaque élève ait son livre. Peut-on dès lors qualifier l'enseignement technique tel que pratiqué au Cameroun de performant? Votre avis là-dessus, Monsieur Denis Bonibekouene, inspecteur coordonnateur régional chargé des techniques industrielles à la délégation régionale des enseignements secondaires du centre. Arlette, la perfection n'est pas de ce monde. On ne peut pas dire que c'est à 100%. Performante. Donc, mais c'est à un niveau où on peut en juger parce que madame. Quelles sont les difficultés aujourd'hui? Parce que selon vous, tout semble aller comme sur des roulettes. Les difficultés sont de plusieurs ordres. Il y a par exemple le livre dont faisaient allusion mes confrères là tout à l'heure.
l'absence du livre. Heureusement, les bibliothèques existent dans les établissements. Ça permet Elles que sont fournies. les élèves aient quand même Il ne la suffit pas possibilité de d'exister. toucher au moins le livre là-bas, même ils peuvent m'emprunter pour amener à la maison. Est-ce que ça, ces le rôle des bibliothèques sont d'abord fournies? Maintenant, revenant à votre question... Vous l'évitez cette question? Non, je n'évite pas. Je suis en train de Les revenir. bibliothèques sont-elles fournies? Elles sont fournies à la hauteur des moyens qui sont disponibles. Parce qu'il y a Encore un ce mot. mécanisme d'obtention des livres. C'est une fraction des frais exigibles qu'on prélève pour acheter le livre qu'on met à la bibliothèque. Et il est bien vrai, le ministère également, par des mécanismes qu'ils ont là-bas, fournit des livres dans les bibliothèques. C'était pour peut-être répondre à ce que le monsieur disait, le frère qui est au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle disait tout à l'heure. L'enfant peut ne pas avoir le livre chez lui, mais il retrouve le livre dans l'établissement. Au moins pour cela, les bibliothèques existent dans les établissements. Alors, maintenant, parlant de la performance... Des difficultés d'abord. Des difficultés, il y en a. C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure de la vétusté des équipements dans certains établissements. Et on a parlé de l'absence du livre, j'en reviens, aussi bien chez l'élève que chez l'enseignant. Il y a le problème de disponibilité de l'énergie dans certaines parties du territoire, parce que l'énergie n'est pas partout. Il y a des établissements où on enseigne par exemple l'électricité, mais il n'y a pas d'électricité dans ces localités-là. Puisque aujourd'hui, l'enseignement soutenu, les établissements d'enseignement se retrouvent dans des villages. C'est-à-dire que ça a traversé le câble de l'arrondissement et c'est déjà dans les villages. Voilà les difficultés que nous avons. C'est-à-dire que l'absence d'énergie, l'absence des équipements par endroit, parce que ce n'est pas rose partout, mais l'essentiel est là. L'essentiel est là. Et par rapport à la performance, chaque année, le ministère des enseignements secondaires met sur le marché un certain nombre d'enseignants, d'ouvriers qualifiés, un certain nombre d'agents de maîtrise qualifiés. Et nous n'avons qu'à observer dans la société comment ces gars se comportent. Quand vous avez votre véhicule, quand les véhicules marchent, c'est parce qu'il y a quand même quelqu'un qui l'entretient. Quand on est assis sur une table comme celle-ci, il y a un technicien qui l'a réalisé, qui est passé par nos établissements, etc., etc. Donc, pour ce qui est de la performance, ce n'est pas 100%, mais ce qui est fait, c'est fait de telle sorte que l'enfant puisse pouvoir prester une fois qu'il quitte notre système scolaire. Martin Jomo, au sujet des difficultés. Les difficultés sont multiples et multiformes. Nous voulons d'abord noter que dans nos établissements scolaires, nos élèves ont des difficultés avec les programmes parce qu'un accent est mis dans les enseignements généraux, les enseignements généraux. Et ces enfants, disons, il y a des idées préconçues qui voudraient qu'un technicien veuille seulement aller sur le terrain, aux ateliers. Et la première difficulté, c'est que l'enfant se braque à certaines matières d'enseignement général. Nous voulons dire que c'est pas complètement... on ne va pas donner complètement le tort à l'enfant parce qu'il y a certaines matières dans le programme qui, à la longue, il voit que ça ne va pas lui servir à grand-chose. Alors, il se met en retrait et lorsque on dit à l'enfant, tout ça, c'est un programme, parce que c'est le programme que tu dois suivre. Et le programme, c'est un ensemble d'enseignements. Et lorsqu'on laisse un enseignement et on laisse certains enseignements et on poursuit d'autres, on ne réussit pas dans la totalité. Donc, c'est une difficulté. Je pense qu'il va falloir repenser encore. Ça a été fait à plusieurs niveaux, mais il faut encore insister dans ce sens-là, repenser l'enseignement technique afin qu'il soit davantage professionnel et qu'on dispense un peu les enfants de certains enseignements qui alourdissent l'enseignement technique. Parce que laissez-moi vous dire que un enfant qui est dans l'enseignement technique, ça ne devrait pas être... On va vous revenir, le temps de marquer une pause dans cette édition de Twilight et qui vous revient dans quelques instants. À tout de suite.
Enseignement technique, quelle contribution à l'insertion socio-professionnelle? Le débat se poursuit sur la table de Twilight et Marthe Adjomo, chef service de l'orientation scolaire au lycée technique de Mbankomo. Vous étiez en train de nous peindre les difficultés de l'enseignement technique au Cameroun. Oui, j'étais en train de parler des programmes qu'il faudrait peut-être alléger pour que l'accent soit plus mis dans la spécialisation et des enseignements et alléger un peu les programmes par rapport aux spécialités. Je parlais également de l'information parce que le citoyen lambda continue de considérer l'enseignement technique comme l'enseignement des moins futés. Et ça, c'est pas vrai. Parce que, voyez-vous, lorsqu'un enfant vient faire l'enseignement technique, il a avec lui d'abord toutes les matières de l'enseignement général, ensuite les matières professionnelles. Est-ce une seule tête qui retient en même temps les matières d'enseignement général, les matières d'enseignement professionnel, écrit et pratique, est-ce qu'il est moins futé que celui qui n'a que les matières d'enseignement général? Je dis non. Il y a encore la difficulté sur le manque d'informations de ce qui se passe et ce qui se fait. C'est-à-dire que lorsque l'enfant sort de notre système des enseignements secondaires, où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il va faire plus tard? Bon, beaucoup peinent à entrer dans le système, dans l'enseignement technique en se disant qu'après, qu'est-ce qu'on va faire? Je voudrais dire que la première des choses, c'est que lorsqu'on entre dans l'enseignement technique, il faut savoir qu'on est déjà chef d'entreprise. Et en tant que tel, au sortir de là, on devrait être outillé à pouvoir soi-même avoir une entreprise. En deuxième lieu, lorsqu'on va vers un employeur et que celui-là vous mette devant un poste de travail, vous devriez pouvoir lui rendre satisfaction. Et là, on sait que véritablement, vous avez été formé. En troisième lieu, je voudrais dire que la société ne nous aide pas beaucoup parce que nous sommes entourés des sociétés dans lesquelles nos enfants devraient s'exercer. Mais lorsque parfois nous allons vers ces sociétés-là, c'est à peine qu'on vous ouvre les portes. Et il n'y a pas cette communication qui devrait exister parce que nous sommes appelés à leur fournir les employés, à leur fournir ceux qui vont œuvrer dans leur société, dans leur structure. Mais lorsqu'ils nous ferment déjà la porte, comment est-ce que l'enfant va avoir une idée de savoir où est-ce qu'il va se diriger après ça? Il y a également ce manque d'information, c'est-à-dire que il faudrait davantage ouvrir l'information aux apprenants lorsqu'ils sont encore au secondaire, leur montrer la voie à suivre. Nous le faisons déjà à suffisance à travers les carrefours métiers que nous organisons, mais malheureusement, le parent qui nous confie l'enfant reste à la maison lorsque les structures arrivent pour expliquer et montrer le chemin à ces enfants, les parents qui sont les pourvoyeurs d'argent pour orienter l'enfant après le baccalauréat ou le BT. Ils ne sont pas là et forcément après, l'enfant va aller rester à la maison parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'il doit partir après la formation. Nous voulons également inviter les pouvoirs publics à plus appuyer les établissements scolaires d'enseignement technique en matière d'œuvre et en atelier parce que sans ces ateliers fournis de matières d'œuvre, il n'y a pas formation professionnelle. Donc voilà en quelque sorte les quelques difficultés que nous avons. Et même l'allocation en salle de classe, parce qu'ils ne sont pas seulement aux ateliers, ils sont également en salle de classe. Mais lorsque on regarde parfois ce qui est redistribué, l'enseignement général se taille la part belle au détriment de l'enseignement technique. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'enseignement général se retrouve avec, peut-être dans un lycée, 3, 4, 6e. Dans l'enseignement technique, comme chez nous, au lycée technique de Mbankomo, en termes de première année, on devrait avoir 7. On arrive à une deuxième année, on devrait avoir 8. Vous voyez que le nombre de divisions est extrêmement lourd à supporter. Ça veut dire qu'il doit y avoir plus de salles de classe dans les établissements d'enseignement technique que dans les établissements d'enseignement général.
on constate parfois les classes sont vides dans les établissements d'enseignement général, alors que chez nous, les enfants se partagent les salles de classe. Donc, qu'on alloue davantage de matériel, de matériaux, d'outils de travail pour que les enfants s'exercent véritablement dans un cadre, un environnement propice à l'apprentissage pour produire le meilleur d'eux-mêmes. Mais je vous assure, ils sont merveilleux, ces enfants, ce qu'ils savent produire. Abdelrahman Bouba, sous-directeur des examens, des concours et de la certification au MINFOP, réaction à tout cela? Les difficultés sont réelles. Les difficultés sont réelles, madame, à écouter. Je ne sais pas exactement ce qui se passe dans les lycées techniques, mais à écouter les concernés, peindre ces difficultés-là, moi je me dis que vraiment ces difficultés sont réelles. Elle a évoqué une difficulté, c'est-à-dire celle de mettre les enfants en stage. Chez nous, en formation professionnelle, le préalable pour qu'un centre de formation soit habilité, c'est de nous fournir un contrat de partenariat avec une entreprise, avec les entreprises où cette structure-là va envoyer les apprenants en stage. Donc, nous nous rassurons de tout cela avant d'habiliter une structure de formation professionnelle. Autre difficulté mentionnée, notamment la charge des cours, Dr Frédéric Achille Nzanga Nkolo, conseiller principal d'orientation scolaire universitaire. C'est un véritable problème ou alors toutes les matières se valent? Compte? Je ne dirais pas que toutes les matières se valent au regard de la finalité de la formation au fait dans l'enseignement technique. Mais ce que je pourrais humblement proposer, c'est que l'on arrive à trouver un système d'équilibre. Parce que là, l'enjeu va se trouver au niveau de l'équilibre. C'est-à-dire alléger les connaissances générales et les orienter pour qu'elles soient plus utiles à la compréhension des connaissances spécialisées. Je pense que c'est à ce niveau que nous devrons rationaliser et trouver l'équilibre. Mais au-delà de la difficulté évoquée par le chef service de l'orientation conseil, je voudrais également ajouter il faudrait qu'on mise sur l'adéquation entre la formation et l'emploi, bien que cette adéquation semble être déséquilibrée au regard du difficile accès dans les entreprises. Et c'est à ce niveau que le gouvernement camerounais, c'est-à-dire nos autorités publiques, devraient intervenir pour amener les chefs d'entreprise à recevoir davantage les enfants en stage. Difficulté d'entrer en stage, difficulté dans la poursuite de la formation au niveau du supérieur, obligé de passer par des concours. Denis Boni-Bekoé, inspecteur coordonnateur régional chargé des techniques industrielles à la délégation régionale des enseignements secondaires du centre. Vous répondez quoi? Bon, quand on évoque le placement de nos candidats dans les entreprises, parce que quand on parle d'entreprise, on a toujours tendance à penser aux grosses entreprises comme la CATV, Camtel, mais on oublie la petite entreprise qui existe, n'est-ce pas, qui est disséminée dans nos différentes villes. Bon. Et il y a une autre alternative, c'est les incubateurs qui existent désormais dans nos établissements. C'est des mini-entreprises dans lesquelles ces enfants-là peuvent également effectuer leur formation en alternance. Donc, les entreprises, il y en a, les plus petites sont là. Quand je prends l'exemple de nos élèves qui apprennent la couture sur mesure, je crois que chacun de nous sait que dans nos quartiers, dans les rues, partout, il y a des ateliers qui sont ouverts par les Camerounaises et les Camerounais qui accueillent ces enfants-là dans le cadre de leur stage en entreprise. Donc, et notamment sur le point de l'accès à la formation au supérieur.
L'accès à la formation, vous l'avez déjà dit, c'est sur concours. Tout le monde passe par la voie du concours pour pouvoir se former dans le supérieur. Mais il faut déjà revenir à la genèse de l'enseignement technique. Quand vous obtenez votre CAP, c'est certificat d'aptitude professionnelle. En principe, vous êtes appelé à exercer à ce niveau de connaissance. Quand vous obtenez le baccalauréat F ou le BT, vous êtes apte à vous exercer. Donc les études supérieures sont pour ceux qui veulent bien perfectionner leur savoir-faire. Ce n'est pas un passage obligatoire pour tout candidat ou tout élève qui obtient un diplôme secondaire. Voilà ce que je peux dire à ce sujet, si ça en est une difficulté. Alors, finalement, quelle est la contribution de l'enseignement technique à l'insertion socio-professionnelle pour en sortir, selon vous? La contribution, c'est de former le maximum d'ouvriers qualifiés, habiles, oui, ayant la main habile. Et on ne peut pas faire sans l'enseignement technique dans notre société. Ce n'est pas possible, bien que le ratio reste encore très déséquilibré. Mais elle est là, on l'observe au quotidien. Les gens se déploient dans leurs différents métiers au quotidien. Nous bénéficions de leurs services. Et je crois que pour le moment, les choses vont comme nous le souhaitons. Docteur Achille Nzanga Nkolo. Oui, je dirais que à la suite de l'écrivain Robert Chapuis, que l'enseignement technique assure un rôle premier dans l'insertion professionnelle parce qu'il offre entre autres la compétence communicationnelle, la compétence scientifique et la compétence professionnelle au regard de ses qualités, notamment la diversité, la mobilité, la polyvalence et surtout la citoyenneté. Martin Djomo. Oui, l'enseignement technique est un apport considérable dans l'industrialisation même du pays. Je voudrais dire qu'un accent a été mis et beaucoup de choses restent à faire encore. Parce que pour qu'on puisse se développer, il faudrait que l'enseignement technique soit davantage valorisé. Et déjà, actuellement, ce qu'il produit comme élève, comme élément, comme ouvrier est déjà considérable. Et ce qui est appréciable, c'est que de plus en plus, on fait l'adéquation entre la formation de base et l'emploi disponible sur le marché. Donc, il faudrait seulement continuer dans cette lancée, continuer à ouvrir des spécialités en fonction du milieu dans lequel les enfants se forment. Parce qu'on voit davantage les entreprises qui s'installent autour des établissements et ces enfants qui se forment entrent directement en entreprise après l'obtention de leur diplôme. Donc l'enseignement technique outille véritablement l'élève, l'apprenant à une formation, à une profession, à un métier. Et nous pouvons nous féliciter de ce qui est fait pour l'instant, mais beaucoup reste à faire pour que réellement nous puissions sortir des stéréotypes suivant lesquels c'est le moins intelligent qui doit y aller. Envoyons nos enfants les plus intelligents dans l'enseignement technique pour que nous puissions développer et industrialiser le pays. D'accord. Alors, je reviens à vous, notamment Denis Boni Bekwene. On a parlé de l'enseignement technique, de quelques... qu'est-ce qu'il faut améliorer aujourd'hui pour que l'enseignement technique se porte mieux? Plateau technique. Il faut améliorer les plateaux techniques dans les établissements. Il faut davantage penser à l'insertion de ces enfants-là, même dans le cadre de l'auto-emploi, notamment en leur facilitant la création de leurs petites structures dans lesquelles ils peuvent offrir des prestations au public. Voilà ce que je puis dire par rapport à des améliorations. Les plateaux techniques dans les établissements,
Là où c'est dépassé, il faut les rénover. Là où il n'y en a pas, il faut les renforcer et aider ces jeunes à s'insérer en leur accordant certaines facilités. Marthe Adiomo, vous ajouterez certainement la question du livre. La question du livre, oui. Il faut rendre le livre de plus en plus disponible dans les librairies et surtout, nous l'avons décrié, il coûte excessivement cher. Alors pourquoi ne pas repenser pour qu'un parent puisse l'offrir à son enfant qui va apprendre en toute aisance. Donc, il faut repenser au prix, au coût, en tenant compte du pouvoir d'achat du parent lambda. On sort avec vous de cette émission Abdel Rahman Bouba, sous-directeur des examens, des concours et de la certification au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, enseignement technique. Quelle contribution finalement à l'insertion socio-professionnelle? Merci madame. Les jeunes qui frappent à la porte de cet ordre d'enseignement, ces jeunes-là s'affrontent aux réalités du travail. Ils s'affrontent aux réalités du travail, ils manipulent les outils, ils s'inscrivent dans la chaîne des concepteurs et des producteurs de certains matériels, ce qui fait d'eux des personnes pétries de compétences. Cette dimension purement pratique de l'enseignement technique et professionnel réalise un va-et-vient entre le concret et l'abstrait, entre le théorique et le pratique. L'enseignement technique et professionnel offre donc aux jeunes les compétences nécessaires pour exercer les métiers et aussi et surtout pour faire face aux mutations économiques. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre présence à Twilight de ce mardi 1er octobre 2024. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles. Mesdames, Messieurs, restez sur CRTV News, nos programmes se poursuivent.